Jean-Charles, on va commencer. Donc, je vais faire rentrer les gens au fur et à mesure. Puis, je vais désactiver les micros. Fait que, bon matin à tous. Yes, parfait. Merci Stéphane. Appel part ce mois-ci. Qu'est-ce qui se passe? On va regarder un peu tous les fondamentaux comme on a l'habitude de le faire. On va parler aussi, là c'est sûr, j'avais déjà fait la présentation, mais on va parler un peu de la nouvelle toute fraîche au niveau des États-Unis sur les fameux tarifs qui sont jugés illégaux par la Cour suprême. Donc, on va peut-être parler de ça un petit peu plus dans les exportations. Donc, prix du vivant, découpe, on est sur la pente ascendante. On regarde la saisonnalité, on est à 87 sous actuellement, légèrement sous le niveau de l'an dernier, qui est la ligne verte. La structure à terme nous dit qu'on va atteindre un sommet aux alentours de la mi-juillet à 110. Donc 110, c'est sensiblement le même sommet que l'an dernier. On serait moins élevé que les fameux sommets 2022-2021 qui étaient supportés aussi par le prix des grains qui était presque deux fois le prix, là. Donc le maïs qui était à 8 le boisseau, la fève à 16 le boisseau et tout. Donc là, c'est sûr que ces années-là, ça va prendre quelque chose d'un petit peu plus fou pour qu'on se rende là. Reste que on s'attend à une année pratiquement comme l'année dernière, qui était excellente pour les prix du porc en termes de vivant. En termes de découpe, on est pas mal à la même place. On se stabilise. Par contre, on voit que le vivant monte peut-être un petit peu plus que la découpe actuellement. Euh, on est un petit peu plus, on est dans la moyenne, en bas de la moyenne 5 ans au niveau de la marge de transformation. Qui drive la découpe? C'est le flanc. Le flanc qui est la ligne rouge, Pork Belly, qui comme continue d'augmenter depuis le début de l'année. Les côtes levées qui, eux, ont une excellente année, sont supportés notamment par les hauts prix du bœuf, un peu comme toutes les coupes d'ailleurs, là, mais côtes levées ont une très bonne année. Le flanc, sinon on voit quand même une stabilité au niveau des autres coupes primaires, ce qui ralentit un peu la montée dramatique au niveau de la découpe. Donc, un prix du vivant à un sommet pendant l'été à 110, ben là, on ouvre la voie peut-être à une découpe qui va être aux alentours de 120 pour l'été. Production, donc on voit un peu le rythme des abattages depuis le début de l'année. C'est sûr qu'on a juste un mois et demi derrière nous. Tu sais, là, c'est des données qui sont un petit peu plus décalées. C'est vraiment, on attend les inspections en termes de production puis pour l'abattage et tout. Donc, on a seulement quelques données pour cette année. Reste qu'on s'enligne pour une année similaire à cette année en termes d'abattage. On voit que la ligne noire est très proche de la ligne verte. On avait débuté très fort aussi l'an dernier. Reste que selon le USDA, on s'enligne pour avoir une hausse de 2,5% par rapport à 2025 qui était négative en termes de production. C'est sûr que c'est beaucoup d'hypothèses. On se base sur les intentions de mise bas. C'est sûr que là, il y a de l'argent dans la production porcine avec les prix du porc, avec les prix des grains. Donc, on voit que justement, on a une intention de peut-être augmenter la production. Puis bon, c'est sûr que le gros incertain, puis qui est un des facteurs aussi qui explique les prix élevés dans le porc, c'est la maladie. On entend des cas de maladies, donc pas la peste porcine, là, mais plus les maladies comme le PRRS ou la PED qui font son entrée un peu dans le Midwest, Oklahoma. Ça a toujours été un problème dans les dernières années. C'est juste que là, peut-être on entend un petit peu plus parler que d'habitude. Donc là, c'est est-ce que la productivité va être la hausse de productivité va être assez élevée pour compenser la maladie qui affecte la production. Donc ça, c'est l'autre question. Reste que le USDA, en prévoyant une augmentation de 2,5 ben, on met un petit peu de côté les craintes maladies. Donc,
Reste que le USDA a perdu un peu de crédibilité dans ses prévisions, surtout dans le Hogs and Pigs, où justement on était très loin de la réalité. Mais je pense que c'est juste une bonne base pour s'appuyer pour la suite. Reste que on dirait qu'à chaque début d'année, le USDA, il va avec une croissance entre 2 et 3 qui s'avère après ça loin de la réalité par la suite, comme on a pu voir en 2025, avec une croissance négative de 0,7 pour l'année 2025. En termes d'exportation, on a quand même une hausse, on est sur une tendance à la hausse pour l'export. Reste que ce qu'on entend, ce qu'on voit, c'est que l'exportation aux États-Unis pourrait être plus élevée, mais elle l'est pas parce qu'il manquerait un peu de part localement, ce qui stimule justement euh, les prix de la découpe. Euh, Reste que l'export roule quand même bien, mais pourrait rouler mieux. Là, je vous montre les chiffres un peu par rapport à 2025 versus 2024, qui achetait moins, mais c'était pas mal tout le monde qui achetait moins par rapport à 2024. Pour 2026, on s'attend à une hausse de 2% en termes d'exportation. Donc, production en hausse de 2, export en hausse de 2. Il n'y a rien de trop dramatique à ce niveau-là. On peut peut-être parler de tarifs justement ici. Donc, je l'ai mentionné très brièvement en début d'appel, les fameux tarifs de Trump qui sont jugés illégaux. Donc, il y avait plusieurs tarifs qui ont été mis en place euh, avec une fameuse loi qui dit, bon, ben, si pour te protéger, pour protéger ton pays en termes d'incertitude, tu peux mettre des tarifs. Sauf que là, la Cour suprême a jugé que la raison, notamment le fentanyl, plusieurs autres raisons qui ont été mentionnées par Trump, c'est pas les bonnes raisons pour imputer cette fameuse loi-là. Donc, Trump était en furie vendredi, était en conférence de presse pendant l'après-midi, puis a décidé de mettre un tarif global sur tous les pays. On parle d'un tarif de 15 qui a été mis en place. Puis là, c'est de voir justement ça va être quoi l'impact. Donc, c'est sûr qu'on avait négocié avec plusieurs pays sur des tarifs aux alentours de 15 à 20 Fait qu'au final, ça change pas grand-chose. C'est juste que ça rajoute un peu d'incertitude sur le marché. Et puis là, justement, l'emprise au niveau de la Chine qui a fait grimper beaucoup les prix de la fève soya dernièrement avec des spéculations sur des achats chinois. Mais là, soudainement, avec le fait que Trump peut peut-être plus mettre facilement des tarifs très élevés, on semble être capé aux alentours de 15-20 ben là, ça pourrait peut-être limiter ça, le pouvoir de Trump sur les autres pays. Reste que 15 ça fait quand même mal, mais comme j'ai dit, c'était un peu la situation actuelle qu'on vivait déjà. En termes de ce qui se rapporte au Canada, c'est sûr que là, on a encore l'entente Canada, États-Unis, Mexique qui gouverne tout ce qui se produit entre ces trois pays-là. Reste qu'il pourrait y avoir du développement là, dans cet accord-là pour la suite cette année. On s'attend justement à une renégociation avant juillet, qui est la date justement butoir où ça fait 6 ans que ça a été négocié. Euh, donc, il va probablement avoir d'autres périodes d'incertitude à ce niveau-là. Reste que c'est ça. Trump n'est pas content. Ça pourrait faire baisser les prix euh, au niveau de tout le volet d'exportation. C'est sûr que la réaction immédiate du marché le vendredi, c'est les tarifs sont illégaux. Les stocks boursiers se sont enflammés. Pourquoi? Bien parce que ça dit que l'économie va aller mieux, il y a moins de barrières justement à l'exportation pour finalement que Trump remette des tarifs tout de suite. Euh, donc, ça a été un petit peu une journée de roulette russe, une montagne russe, pardon, sur cette situation-là vendredi qui se développe et devrait continuer de se développer au courant des prochains jours. Spéculateurs, ce qu'on voit, c'est que les positions des spéculateurs, on aime encore beaucoup les valeurs de part. On croit pertinemment que les prix vont continuer d'augmenter. Reste que, comme on se parlait dans nos derniers appels, on étire l'élastique dans la hausse. Ce qui veut dire que oui, on pourrait continuer de faire une pression à la hausse sur les prix en achetant davantage de contrats.
mais on peut davantage les tirer vers le bas en liquidant cette position longue-là. Donc ça va être à surveiller aussi dans les prochaines semaines si jamais il y a un élément déclencheur qui ferait en sorte que les spéculateurs n'aimeraient soudainement plus détenir des contrats de part. Mise à jour Mexique. Donc là, en termes de part, on voit que la situation, comme je n'ai parlé, la renégociation de l'entente Canada, États-Unis, Mexique, on a 6 ans, ça fait 6 ans justement que ce deal-là a été fait. On devrait le réviser. Il y a eu déjà des débuts des pourparlers entre les États-Unis et le Mexique. Euh, le Mexique est très important pour le port américain, il représente 40% des exportations américaines. Et puis là, le Mexique a déjà commencé à placer ses pions, puis a lancé des enquêtes sur de l'antidumping pour de la viande porcine américaine. Donc, on essaie de peut-être lancer un message aux États-Unis pour dire, ben, on est important pour vous, vous avez besoin de nous pour l'agriculture. On achète votre maïs, on achète votre viande de porc. Donc, vous avez besoin de nous. Là, c'est sûr qu'au niveau Mexique, il y a beaucoup de choses qui se passent en termes de, tu sais, en termes de violence au pays. Là, ça pourrait venir impacter à très court terme tu sais, l'exportation à ce niveau-là. Mais reste que on prend un pas de recul. Le Mexique est très, très important pour les États-Unis, surtout pour le port. Si jamais on voit justement une incertitude à ce niveau-là, ben, ça pourrait nuire aux valeurs des contrats à terme pour les valeurs de port aux États-Unis. Peste porcine en Espagne aussi, on avait commencé à en parler dans notre dernier appel. Comment ça se passe? On a maintenant 162 cas qui ont été répertoriés depuis le 28 novembre. Reste que aucun cas a été répertorié dans une ferme commerciale. On a aussi commencé à alléger des restrictions dans les zones jugées à faible risque, donc à l'extérieur du rayon de 0 à 6 km des cas. Donc ça reste des sangliers sauvages. L'Espagne qui, pour l'instant, a des contrôles adéquats pour éviter la propagation. Reste que au niveau de l'exportation, l'Espagne, qui est le joueur le plus important en termes de production porcine pour l'Europe, ne peut pas exporter à tout son marché. Le Japon, les Philippines, Taïwan, Malaisie, Vietnam, Mexique, c'est des pays qui n'ont pas d'entente de régionalisation. Donc, s'il y a des cas répertoriés en Espagne, reste que c'est dans une petite région isolée, on ne peut pas acheter de porc. Donc, qu'est-ce qui fait le plus mal? C'est Japon, Philippines, Taïwan. Le reste, c'est des livraisons peut-être un petit peu plus ponctuelles en termes de volume un peu moins important. Aspect plus global, on voit bon, le prix à terre au niveau de l'Espagne, justement avec les cas de peste porcine, on a les prix en Chine, les prix aux États-Unis qui remontent avec une certaine saisonnalité à ce niveau-là, et puis les prix au Mexique qui continuent d'être supportés par un peu un phénomène de rareté. Donc ça se maintient, je pense qu'on avait parlé dans le dernier rappel aussi. Donc Mexique qui cherche aussi des ports. On a de la misère à répondre à cette demande-là. Donc, pour ça, ça maintient les prix élevés. Puis, c'est bon justement pour toutes les exportations, même pour le Canada qui bénéficie des prix élevés au Mexique pour envoyer du produit là-bas. En termes de contrat à terme, donc avec tout justement les risques maladies, on parle justement, bon, l'export roule bien, la demande locale roule bien. On a des prix qui sont quand même supportés, mais qui sont quand même redescendus de leur plus récent sommet. Donc là, on a déjà été plus élevé que ça. Tu sais, je vous mentionnais un sommet aux alentours de 109, 110 pour juillet. Ben, on était plus à 111, 112 il y a de ça quelques semaines. Donc, on est retombé de quelques sous. Reste qu'on demeure avec des prix qui sont très élevés pour les contrats à terme. Plus on va loin aussi, plus on voit un peu cette même tendance-là. Prix des grains qui, comme j'ai mentionné peut-être en début d'appel, le soya qui était supporté récemment par des spéculations sur des achats chinois. On avait parlé en octobre, en novembre, la Chine qui s'était commise pour acheter 12 millions de tonnes. Ben là, Trump a rajouté un peu son grain de sel, puis a dit, bon, ben, suite à un appel avec le président chinois, on va acheter la Chine va acheter 8 millions de tonnes supplémentaires.
C'est justement c'est où, quand est-ce qu'on va faire ça et tout. On a rien, on n'a pas de nouvelles. La Chine a acheté qu'un maigre, je pense que c'était 100 000 tonnes qui ont acheté depuis cette annonce-là. Reste que le soya a pris une solide hausse suite à ces spéculations-là d'achat chinois. Le marché est anticipe encore que la Chine va acheter beaucoup. Euh, le soya américain a besoin de la Chine pour écouler le stock, sans quoi, justement, les stocks de repas seraient beaucoup trop élevés. C'est sûr que, par contre, il y a beaucoup on est sceptique dans le marché. Pourquoi? Parce que la fève soya brésilienne est beaucoup moins chère que la fève soya américaine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est seulement les compagnies qui sont supportées par le gouvernement chinois qui achèteraient cette fève soya-là et non des privés étant donné justement la rentabilité supérieure en termes de fèves soya qui provient du Brésil. Maïs, on ne bouge pas beaucoup. C'est sûr qu'on a une production qui est 50 millions de tonnes de plus que l'année passée. C'est très gros, on a de l'exportation qui roule très bien, mais c'est pas assez pour faire bouger le maïs. Et puis, on a le blé qui, lui aussi, est supporté par peut-être un petit peu plus de spéculation au niveau de la météo. Le fameux winter kill, il a fait très froid pendant l'hiver. Là, il y a des craintes de sécheresse. Ça fait grimper les prix pour le blé. En termes de, tu sais, rapidement pour le maïs, on est à peu près 70 sous de moins qu'à pareille date l'an dernier en termes de contrat à terme. C'est sûr que localement, si on parle des valeurs du Québec, on est sensiblement aux mêmes valeurs. Pourquoi? Mais parce que c'est la base qui est venue compenser l'effet inverse, étant donné le phénomène de rareté qu'on voit localement, où on a produit 18 à 20 de moins euh, cette année pour le maïs au Québec. Euh, Reste que l'année passée, on commençait à voir la descente des prix du maïs, justement avec la confirmation qu'on allait produire davantage. Là, ça va être les grosses questions. Prochain appel qu'on va avoir ensemble, on va avoir peut-être un petit peu plus de clarté, puis on va se rapprocher de la fameuse date du rapport des intentions d'ensemencement, où on va savoir un peu plus qu'est-ce que les producteurs américains vont semer dans le sol pour la prochaine année récolte. Donc, aussitôt que dans un mois et demi, ça va débuter assez rapidement. Euh, pour l'instant, sur papier, donc il y a eu le forum du USDA jeudi et vendredi dernier. Et puis, comme j'ai dit, sur papier, les producteurs américains sèmeraient 4 millions d'acres de plus de soya que l'année passée et 4 millions d'acres de moins de maïs. Donc ça, c'est ce qui ferait du sens selon le principe de rotation des cultures, puis selon les prix actuels. Par contre, comme je vous ai montré dans le graphique, ce ratio-là, en termes de prix sur fève, prix de la fève sur prix du maïs, a été influencé énormément dans les 2 à 3 dernières semaines avec la spéculation sur les achats chinois. Ça pourrait retomber assez rapidement. Et puis là, c'est aussi une question sur le producteur américain. Est-ce qu'il veut être exposé au fameux risque Chine? Ça, c'est l'autre question. En termes de, j'ai mis un petit graphique des producteurs de grains du Québec, ça, je trouvais ça intéressant. Justement, je vous ai montré que les contrats à terme aux États-Unis étaient moindres que l'année passée. Mais la base, elle, par contre, était dans le tapis. On est vraiment là aux valeurs d'importation. Donc, le maïs américain cogne à nos portes avec les valeurs. Donc, les gens sont, tu sais, le prix est le même pour faire venir du maïs américain que d'acheter localement, ce qui est une situation qui se produit par le passé, mais qui est plutôt rare. Puis justement, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas beaucoup de maïs qui rentre ici, ben, il y aura un phénomène de rareté qui va perdurer. Mais par contre, plus il y a de l'importation qui se fait, ben, plus le prix du maïs pourrait venir être impacté à la baisse. En termes de faible soya, comme j'ai dit, la plus récente vague de spéculation qui fait grimper les prix parce on aurait été sensiblement au même prix que l'année passée. Euh, Reste qu'avec cette vague de spéculation-là, on est en hausse de peut-être 60-70 sous le boisseau de plus que l'année passée. On a produit moins parce qu'on avait choisi le maïs. Là, on s'attend à un shift au niveau de ce qui va être produit pour l'année prochaine. Euh, Reste que c'est sur papier, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer d'ici là.
finalement, en termes de dollar américain versus le dollar canadien, on maintient quand même une pression à la hausse sur le dollar. On reste en haut de 73 sous. On a essayé d'aller en haut de 74 sous à deux reprises depuis le début de l'année. On n'a pas réussi. Reste que qu'est-ce qui drive le dollar canadien actuellement? C'est davantage euh, faiblesse au niveau du dollar américain. Donc, c'est pas parce que le dollar canadien va bien, nécessairement, l'économie va correct, les taux d'intérêt sont faibles, on s'attend à une stabilité. Aux États-Unis, oui, on s'attend à des baisses de taux, mais c'est très incertain aussi. Reste que je pense que on est encore un peu dans le même état d'esprit qu'on avait vécu en avril où euh, il y a une perte de confiance des investisseurs en ce qui a trait à la valeur du dollar américain. Euh, les gros fonds de pension, les institutions financières décident justement de peut-être investir dans les grosses compagnies américaines, mais au lieu de seulement investir puis d'être exposé au risque de devise, vont venir se couvrir contre ce risque de devise-là. Donc, on achète la compagnie américaine, on doit débourser des dollars américains, mais on fait la couverture au niveau du risque de change. On vient revendre nos dollars américains, ce qui fait en sorte qu'on nuit un peu à la demande, puis on impacte un peu les flots au niveau des finances. Donc, il y a ça qui est en train de se tramer pour le dollar américain. Un autre facteur aussi, les fameux, la fameuse corrélation entre le prix du pétrole, on en parlait beaucoup dans les dernières années. Reste que cette corrélation depuis la pandémie, on est davantage au niveau des taux d'intérêt qui impactent le dollar canadien. Mais là, depuis certains temps, on voit peut-être une pression à la hausse sur le baril du pétrole et le dollar canadien à la hausse. C'est sûr que les tensions Iran, États-Unis, ça fait bouger les prix. Donc, il y a ça aussi à garder en tête. Donc, en termes de géopolitique, il y a beaucoup de choses qui est en train de se tramer actuellement. On met tout ça ensemble, prix du porc élevé, prix des grains qui sont sous les valeurs de l'an dernier aux États-Unis, un dollar canadien qui est sensiblement élevé, qui pourrait être plus élevé. On a des marges brutes de production qui sont historiquement très, très élevées. Donc, un historique depuis 2013, on vous montre là, qu'on est à peu près au même niveau que l'an dernier, qui était déjà un sommet aussi des dernières années. Donc, quand on met le tout ensemble là, en termes de marge brute de production, ça va très bien. Je ne sais pas s'il y a des questions. On va qu'on passe à la partie de Stéphane. Merci Jean-Charles. Donc, Jean-Charles est toujours disponible là, d'ici la fin de la rencontre là, pour prendre les questions. Donc, je vais prendre le lead de la présentation. Donc, on va monter la. Bon, je pogne un peu dans les. Monter un peu la résolution. Donc, on a parlé un petit peu. Donc, je reviens rapidement sur le WASD. Donc, on a une augmentation cette année qui ont prévu de 2,53 %. Le mois passé, le même rapport nous a donné une augmentation cette année de production porcine de 2,33. Donc, ils ont revu à la hausse la production. Vous avez au côté les prix, là, des prix qui sont à peu près similaires à l'année passée. Par contre, ceux qui se souviennent là, par le passé, la fameuse flèche que je mettais, là, si on regarde actuellement la production porcine aux États-Unis, là, le réel après 8 semaines, à peu près là, 7 semaines, on a quand même une production qui est en baisse de 2,5 %, puis une baisse de la production de viande de 1,7 %. L'année passée, à la même période, vous aviez le même schéma que la même flèche. Puis là, je vais juste vous mettre l'an passé. Au mois de février, le USDA estimait une hausse de production de 2,6 % pour l'année, mais l'année s'est quand même terminée à baisse de 0,75 %. Puis je pense qu'il y a quand même un élément important, tu sais, quand on essaie d'anticiper les prix, c'est certain que quand on annonce une hausse de production, ben c'est certain que ça peut freiner à court terme l'envie de vouloir monter les prix. Mais ça va avoir encore là cette année une déconnexion, comme Jean-Charles en a parlé, là, entre les prévisions du USDA et ce qui semble réellement s'abattre. Il faut comprendre que l'année passée, le renversement s'était fait vraiment au quatrième trimestre, là, où on avait vraiment une augmentation de la production par rapport à l'année passée. Mais on voit sensiblement se dessiner le même pattern que l'année passée en termes de production porcine. Puis je pense que c'est peut-être un élément là, qui est négatif là, pour les prix, en tout cas tout le monde de faire soutenir les prix du cut-out à court terme.
Donc, si on regarde au niveau des protéines, viande blanche et viande rouge, donc une augmentation de 1,9% par rapport à l'année passée. Si on regarde par production, donc le bœuf, on s'attend à une baisse de 0,3%, le porc 2,5%, le poulet une hausse de 1% et la dinde de 2,5%. Donc, ça reste une prévision de début d'année. Fait que ça va être à suivre au cours des prochains mois, mais on voit vraiment une déconnexion là, au niveau de la production porcine dans ce qu'on observe et parce que vois-tu, même au premier trimestre, là, le USDA annonce une augmentation de 1,5% de la production. On a déjà pas mal de fait du premier trimestre, là. On est en baisse de 1,7. Fait qu'il va falloir vraiment que les prochaines semaines soient à la hausse pour atteindre le seuil que l'USDA a annoncé. Il faut comprendre qu'ici, c'est des ports sur inspection fédérale, tandis que l'USDA englobe beaucoup plus de volume, là. Mais c'est majoritairement des abattoirs d'exportation fédérales là, qui fournissent les données. Fait que ça va être à suivre dans les prochaines semaines. Pour ce qui est du marché des coupes, vous voyez un peu là, la stabilité qu'on a là, depuis quelques semaines. Donc, si on regarde historiquement les pires prix, les meilleurs prix, donc il faut remonter à 2019 là, pendant la COVID, où ce qu'on avait vécu là, des prix vraiment très bas. Pour ce qui est des meilleurs prix, on a un peu de 2022, on a quand même du 2026. Et un des éléments, comme Jean-Charles l'expliquait, là, au niveau des côtes, là, vous voyez que le prix par rapport à l'année passée est beaucoup plus élevé. Et c'est le meilleur prix qu'on n'a jamais vu pour cette période de l'année. Et vous voyez un petit peu là, le flanc là, qui compte quand même là, pour 16% de la carcasse qui est à peu près là, une quinzaine de dollars là, plus bas que l'année passée. Ce qui nous donne donc un quote-out autour de 95 sous, une moyenne autour de 85 quand on prend là, sur l'entièreté du rapport depuis qu'il existe. Pour ce qui est des exportations, ben, vous voyez là, beaucoup de variations mensuelles. Certain que le mois de novembre est en baisse de 4,4, mais on avait eu un excellent mois 2024. Vous voyez, là, 2023, 2024, 2025. Donc, un peu difficile de battre des records mois après mois, là. Donc, je pense que c'est juste un retour à la normale. Et en termes de valeur, une baisse de 6,3, ce qui fait que depuis le début de l'année 2025, une baisse de 1,3 en termes de volume et de 1,2 en termes de valeur. Pour ce qui est des inventaires de viande congelée, vous voyez que tout par rapport à l'année passée, on est vraiment le tout beaucoup plus bas, sauf le poulet. Donc, les frigos sont relativement vides. Si vous regardez là, le bœuf qui est la ligne verte, on est beaucoup plus bas là, que toutes les courbes. Et on avait quand même fait un certain ajustement là, autour du mois d'août, mais on voit que ça ne s'est pas renfloué là, au cours des mois suivants. Pour ce qui est du poulet, du porc, on est vraiment descendu même en dessous du graphique. Donc, on est rejoint à peu près là, ce qu'on avait là, en 2024 en termes de porc. Si vous voyez le flanc, ça peut peut-être expliquer aussi là, pourquoi que le flanc traîne un petit peu de la patte. Là, on était plus bas que l'année passée, on est revenu au même seuil. Donc, est-ce que c'est une question de demande? Parce que les frigos ne sont pas plus pleins que l'année passée, mais les prix sont 15 plus bas. Donc, il y a peut-être un déphasage au niveau de la demande. Et en termes de poulet, ben, vous voyez que la ligne verte là, elle est plus élevée que la ligne rouge, ce qui explique là, la hausse par rapport à l'année passée. Mais on est beaucoup plus bas, ce qu'on a déjà vu par le passé. Pour ce qui est du marché du porc québécois, vous voyez, là, les futurs, c'est la ligne orangée. Donc, ce qu'on a d'accumulé jusqu'à date, puis vous voyez un peu là, la fluctuation qu'on risque d'avoir en cours d'année, ce qui nous amènerait un prix de poule de 234 du 5 kg. Là, ce que je vois actuellement, parce qu'il faut comprendre que j'applique la convention qu'on a au Québec, et là, actuellement, j'ai comme un petit peu de distorsion entre mon futur cut-out et le cut-out réel. Ce que je fais, c'est que je regarde, parce que les contrats à terme, c'est un prix à l'échéance. Donc, je regarde la même période de l'année au cours des 5 dernières années, l'ajustement entre le prix de la semaine et son prix à l'échéance, qui m'amène qu'on peut appeler une base. Donc, j'applique la base des 5 dernières années. Donc, là, on est rendu sur le contrat du mois d'avril, que ça prend un prix en date du 23 février. Donc, j'ai un ajustement qui se fait. Et on dirait que cet ajustement-là, il est beaucoup plus fort parce que vous voyez, là, on le voit peut-être pas beaucoup. Je vais essayer de grossir un peu mon graphique. Mais vous voyez là, que ça fait vraiment un step vers le haut. Normalement, si j'applique mes futurs avec ma correction, j'aurai un prix de pôle de cette semaine de 220. Et on n'est pas parti pour avoir 220 cette semaine, là. Donc, ça m'a avoir un peu une petite distorsion. Puis, c'est contraire à l'année passée. L'année passée, sur le PPMPA, j'étais toujours en retard. Tu sais, mon futur n'était jamais assez haut par rapport au prix du marché. Ce qui a fait qu'on avait fait un rétroactif parce que je traînais toujours de la patte. Et cette année, on dirait que mon futur est comme un peu plus optimiste que le prix réel. Donc, mais l'année est encore jeune, là, fait qu'on s'attend à des hausses de prix là, au cours des prochaines semaines. Donc, vous voyez un peu le prix des grains de la moulée finition. Donc, vous voyez, on est vraiment là, pareil à ce qu'on avait l'année passée, à la même période pour un aliment finition. Pour ce qui est de la SROB, on n'a pas le final 2025, il n'y a pas de
Il n'y a pas personne qui attend des données parce qu'on n'a pas d'astra à recevoir et c'est tant mieux. Pour ce qui est de 2026, ben, avec un prix de pool de 234, un revenu stabilisé ajusté de 230, ce qui donne un revenu de marché à 263. Donc, pas d'astra. Et il va falloir considérer dans notre cotisation depuis l'année passée la stabilisation de la contribution qui représente 66 sous du 100 kg et 7,46 lettres assurables. Pour ce qui est du PPMPA 2026, on avait commencé les 3 premières semaines à 217, considérant la hausse des futurs. Donc, on avait ajusté au cours du premier trimestre à 2,25. Donc, on est là depuis cette période-là. Donc, si on regarde au niveau des EPQ, les SGRM, le dernier mois, on était à 271 canadiens du 100 kg avec l'indice. On est à 266 moyenne 12 mois. Donc, on rejoint un petit peu ma prévision à 263. Donc, si on regarde un peu les futurs, vous voyez, là, pour l'été, au mois de juin, juillet, là, on était à 303 vendredi. Le meilleur prix, c'était à 307. On a eu 303 au cours de la semaine. Donc, le plus bas est descendu à 293. 308 de juillet à août. Donc, le meilleur 314. Donc, on a encore quand même des très bons prix là, pour l'été sur les marchés à terme. Pour ce qui est de la prévision des prix de grains, ça nous donne donc un maïs pour les 6 prochains mois autour de 299 dans la région de Saint-Hyacinthe et du tourteau de soya de 510 la tonne. Je vous ai envoyé vendredi les prévisions de prochaines rencontres. Je vais vous envoyer une modification pour le mois de mai parce que le 18 de mai, ce que j'avais envoyé, c'est un férié. Donc, on va le corriger pour le 11. Donc, les prochaines rencontres seraient le 16 mars, 13 avril, le 11 mai, 15 juin et juillet à août, on prend les vacances estivales. Donc, il n'y a pas d'appel conférence sport et grains. Donc, je vais arrêter le partage. Puis, on va prendre les questions s'il y en a. Je suis dans un fin de rhume aussi, là. Fait que c'est pour ça que la voix porte mal. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions, des interrogations. Sinon, je vais arrêter l'enregistrement.